bienvenue pour ce webinaire conjoint Matensim et Simvia autour de la combinaison entre les essais mécaniques et la modélisation des matériaux et comment est-ce qu'on peut calibrer et automatiser la calibration de lois de comportement. Donc aujourd'hui, le webinaire sera présenté par donc Jean-Baptiste Lebaille, qui est responsable essais, simulation et calcul chez Matensim, et Basile Marchand, qui est donc tech leader pour la mécanique numérique chez Simvia. Avant de commencer, de vous présenter un peu le plan du webinaire, un tout petit rappel sur Simvia et un peu la genèse de ce webinaire conjoint. Donc Simvia, nous, on est une filiale de EDF et on valorise le savoir-faire de EDF, notamment autour de ces codes de simulation open source. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de parler de plusieurs briques de simulation open source que sont Salomé, Codaster et aussi Mfront. Donc Basile va pouvoir présenter ça. Et donc notre mission à Simvia, c'est vraiment d'accompagner l'usage industriel de ces codes, on va dire en externe au groupe EDF. Et pour répondre à ces missions, on participe notamment et régulièrement à différentes conférences. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a rencontré notamment Jean-Baptiste côté Matensim. Et cette rencontre, elle nous a permis de voir qu'on avait finalement des valeurs communes qui transparaissaient et des valeurs que nous, on associe aussi beaucoup au côté open source pour la simulation. La première, c'est la confiance, la transparence sur ce qui est fait, sur l'appropriation des résultats. C'est vraiment un des piliers majeurs de pourquoi l'open source peut être une voie pour la simulation. L'autre point, et je pense qu'on le verra bien dans la présentation de Jean-Baptiste, c'est l'aspect innovation. Donc, les codes de calcul de EDF étant ouverts, on peut aller intégrer différentes choses à l'intérieur, et Basile en fera aussi la démonstration. Et puis le troisième point, c'est l'aspect scalabilité. C'est vrai que pour la simulation numérique, le fait de ne pas avoir de licence, de ne pas avoir de coûts additionnels et uniquement les coûts d'infrastructure, ça permet finalement d'automatiser beaucoup de choses et de lancer beaucoup de séquences de calcul. Et finalement, là-dessus aussi, on se rejoint avec Matensim parce que, comme le présentera Jean-Baptiste, l'automatisation est au cœur de la vision de Matensim pour la partie essai mécanique. Donc, sans plus attendre, un petit point sur l'agenda de ce webinaire. Donc, Jean-Baptiste va commencer en nous présentant l'expertise de Matensim et quels sont les moyens d'essai et l'automatisation qui est faite autour de ces essais. Ce sera suivi par une intervention de Basile justement sur comment est-ce qu'on utilise Codaster pour faire de l'identification de lois matériaux à partir de données d'essai. Et puis, Jean-Baptiste et Basile donneront une vision commune un peu sur les futures directions de chacune de leurs parties. Bonjour à tout le monde. Donc, sans plus attendre, Jean-Baptiste, je te passe la main pour ta partie sur les essais mécaniques. Bonjour à toutes et à tous. Merci Maxime pour cette présentation. Merci également à Simvia pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je vais commencer par présenter la société et après, je vais vous présenter la preuve de concept sur ce qu'on est en train de mener comme travaux avec Simvia. La société Matensim, elle a été créée en 2014 par Arnaud Penin. Donc, ça fait suite en fait à ses travaux de thèse et de postdoctorat. Donc, l'idée initiale de l'entreprise, donc Matensim pour matériaux et simulation, c'était finalement créer une entreprise qui fait des essais pour les industriels et les universitaires, et également de l'analyse inverse et de la simulation numérique plutôt orientée du coup dynamique des matériaux et compréhension, caractérisation des matériaux. De ce fait, l'entreprise Matensim a également développé un savoir-faire dans la fabrication et le développement de machines d'essai, parce qu'il s'est avéré que pour pouvoir finalement bien comprendre les matériaux, on avait besoin également de certains essais. Et du coup, de ce fait, on a développé l'entreprise autour de fabrication de machines d'essai. On a gardé également toute la partie essai et simulation,
avec du service pour les industriels et les universitaires, bien évidemment. Donc on fait des essais qui vont de moins 70 à plus 350 degrés pour par exemple des essais de traction ou sur matériaux plutôt acier ou polymères. Et on a également une troisième activité qui va être plutôt orientée support et service, dans le sens où on va avoir de la modernisation de machines d'essai. Donc on a eu pas mal de demandes autour de moderniser les logiciels suite à l'avènement, par exemple, de Windows 10. Donc, on va faire nos logiciels en Python, donc c'est ouvert pour nos clients. Donc, ça, ils vont pouvoir adapter à leurs besoins par la suite leur machine. Et également, on adapte les accessoires et on forme les utilisateurs aux machines et aux essais. Également, une des valeurs de notre entreprise, c'est d'être au plus proche de l'innovation avec les académiques et les industriels. L'idée, c'est vraiment, quand on veut créer des machines d'essai, c'est d'avoir des machines d'essai qui vont être dédiées, donc un service à chaque fois dédié pour chacun de nos clients. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on est de TRL 0 à TRL 8 parce que la machine qui va être, par exemple, au CETIM, à l'ENSTA, GTT ou Safran, ça va être jamais la même si ça reste une machine de traction. On adapte vraiment la machine aux besoins du client. Du fait de ces savoir-faire, nous, on sait faire des essais, on sait faire de la simulation, mais on aimerait bien intégrer la simulation numérique à nos machines. Alors pourquoi on fait ça? Bah, c'est pour reprendre au final les bases de Matensim qui voulait finalement faire des matériaux et de la simulation numérique. Et donc pour pouvoir intégrer la simulation numérique et plus tard faire de l'analyse inverse pour caractériser les lois de comportement matériaux, il faut d'abord faire des essais qui sont performants et précis. Dans l'idée, ce que l'on montre là, c'est des essais qu'on a fait il y a un petit moment au sein de la société. On voit bien que le centre, par exemple, de l'éprouvette ici va bouger. Le champ qu'on veut regarder bouge au cours du temps et ça, c'est pas très pratique, surtout si on est sur des matériaux qui ont des grandes déformations. On va vouloir caractériser vraiment le centre de l'éprouvette et avec les techniques classiques, sans prendre du recul, on va pas pouvoir le faire. Donc, qui dit prendre du recul avec les caméras, dit perdre en résolution finalement dans la zone utile de l'éprouvette. Du coup, Arnaud a développé à l'époque, c'était une machine de 15 kN, mais symétrique, et on a décliné toute une gamme de machines vers justement ce qu'on appelle la gamme TS pour traction symétrique. On fait également de la compression symétrique, et l'idée, c'est vraiment d'avoir le centre de l'éprouvette qui ne bouge pas au cours de l'essai. Ce qui fait qu'on peut vraiment venir zoomer dans la zone utile de l'éprouvette, et donc gagner en résolution, et pour par exemple faire de la corrélation d'images, augmenter également tout ce qui est résolution pour la propagation de fissures. Et puis d'autres activités qu'on n'avait pas forcément vues au début, mais c'est aussi intéressant, par exemple, si on veut faire du chauffage par induction, parce qu'on va vraiment chauffer que la zone qui nous intéresse, ou encore une fois, faire des essais de traction symétrique, ça nous permet de doubler également nos vitesses. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que nos machines, suivant les composants qu'on va mettre, on va avoir une machine à la fois statique et dynamique, au sens où, par exemple, sur cet essai, sur cette machine de TS50 qu'on a développée pour l'ETH Zurich, ben, on peut aller jusqu'à une vitesse de déformation de 1 par seconde. Voilà. On peut aller à des vitesses très basses et des vitesses élevées. Une fois qu'on sait faire les essais correctement grâce à nos machines, il y a encore un facteur qui est important, ça va être le facteur humain. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est développer des machines automatisées. Donc là, on a été contacté notamment par le CETIM il y a 2 ans à peu près. L'idée, c'était vraiment, l'opérateur met l'éprouvette dans la machine et on doit aller jusqu'à l'identification de la loi de comportement. Alors, comme vous avez pu le voir là dans la vidéo, on a pu mesurer largeur, épaisseur de l'éprouvette. On va faire le mouchetis également sur l'éprouvette de façon automatisée, avec des petites mires qu'on va pouvoir suivre pour faire un extenso virtuel. Également, par la suite, on va prendre l'éprouvette avec ici un robot cartésien, parce que l'idée, c'est également que le client soit content avec des solutions qui peuvent être plus ou moins onéreuses suivant les capacités clients. Donc là, l'idée, c'était de limiter les coûts aussi en termes de développement. Et puis en termes également de maintenance, ce type de robot est beaucoup plus simple à gérer. Par la suite, on fait la corrélation d'images, on va venir jusqu'à la rupture de l'éprouvette et ensuite on va éjecter l'éprouvette avec notre éjecteur qu'on peut voir ici. Donc une fois que l'essai est fini, ce qu'on va réaliser également, bah, c'est tout ce qui est analyse de résultats. Et actuellement, nous, on analyse que jusqu'à Fmax. Donc on va faire
du fil de loi de comportement, on va également sortir les conventionnels. Et là, l'idée, c'est de se dire, on a un chargeur de 50 éprouvettes et on est sur à peu près 12 heures d'essai pour passer l'ensemble des éprouvettes et avoir le résultat associé. Donc juste avant, je vous ai parlé justement qu'on analysait les essais jusqu'à Fmax. Le problème, c'est qu'on se prive de tout ce qui est striction et rupture. Et c'est pour ça qu'on aimerait aller un peu plus loin, notamment grâce à l'aide de Symvia pour intégrer cette solution dans nos machines, donc intégrer une solution automatisée d'analyse inverse pour des éprouvettes qui vont être normalisées. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, quand on est industriel ou académique, de pouvoir finalement avoir toute la suite, on met l'éprouvette dans la machine et on va jusqu'à la loi de comportement utilisable dans les codes de calcul dédiés. Alors justement, je parlais des données. L'idée, c'est vraiment de construire une base de données et d'avoir une base de données qui va être utilisée et utilisable dans le temps. Parce que ce que j'ai remarqué, notamment quand je suis passé dans différents laboratoires et également le retour que j'ai de clients et d'industriels, c'est les données actuellement, elles sont pas forcément totalement standardisées. On fait des essais qui sont standards, mais après, comment on stocke les données, comment on les exploite et comment elles sont finalement pérennes, ces données, bah, c'est quelque chose qui est assez complexe. Le fait de standardiser les essais, de les automatiser, on va déjà pouvoir avoir des données qui vont être standardisées également. Ce qu'on aimerait dans le futur, c'est de pouvoir justement avoir une base de données qui soit exploitable, notamment par des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, on va vous parler un petit peu des perspectives là-dessus avec Basile. L'idée, c'est donc on sait faire ça chez Matensim, finalement, faire les essais, avoir une base de données comme je vous l'ai présenté, et on veut rajouter maintenant la surcouche, finalement, analyse inverse, aller un peu plus loin dans l'analyse. Alors pour ce faire, dans le cadre de cette preuve de concept, on est parti de la littérature et notamment de ce qui se fait à l'ETH Zurich par l'équipe de Dirk Moore sur de l'analyse expérimentale de rupture ductile sur des matériaux, notamment pour l'automobile. Donc ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va prendre finalement des éprouvettes classiques de traction, mais il va prendre également des éprouvettes avec des entailles de rayons différents et également des éprouvettes avec un trou au milieu. L'idée de ce type d'éprouvette, finalement, c'est de se dire, on a des réponses force-déplacement qui sont assez similaires, mais par contre, on a des niveaux de déformation et de chargement qui sont différents. Donc ça se voit assez bien, finalement, si je le représente dans le plan de la déformation plastique équivalente en fonction du taux de triaxialité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir, par exemple, pour les différents rayons, par exemple le rayon 10, un état de traction quasi biaxiale en termes de taux de triaxialité, donc de 0,66. Et pour autant, si on regarde le trajet de chargement dans le plan des déformations majeures mineures, on va pouvoir voir finalement qu'on est sur un comportement qui est complètement différent. Donc on va pouvoir mettre en exergue certains avantages et inconvénients sur nos lois de comportement et essayer d'avoir un maximum de, de, de données pour pouvoir finalement par la suite faire l'analyse inverse. Pardon. Donc, à partir de la biblio, on s'est dit, on va prendre la même démarche, on va faire des essais de traction avec des éprouvettes trouées et différents ratios. Donc, nous, on a pris des R8, des R10 et des R20, et on va essayer de faire tous ces essais-là de façon automatique. Alors, on a 3 procédés de fabrication. Voilà, c'est laser, jet d'eau et également EDM. Et on va tester cette orientation suivant les éprouvettes qu'on utilise. Donc 243 éprouvettes à tester. Donc, comme je le disais, on va être obligé de les automatiser. Alors pour ça, on a développé avec l'NCBS une machine de 15 kN automatisée. L'idée, c'est de reprendre un peu les briques qu'on avait utilisées justement sur la TS100 Auto pour pouvoir automatiser les essais. Donc là, on va pouvoir
identifier l'éprouvette, faire sa profilométrie, donc mesurer la largeur, l'épaisseur et sa profilo, faire également le mouchetis, et par la suite, on va pouvoir prendre l'éprouvette, la mettre dans la machine. Contrairement à tout à l'heure, sur ce montage-là, on a un montage par goupille, ça nous permet également un auto-alignement de l'éprouvette durant l'essai. L'idée également, c'est que suivant les besoins clients, on va mettre soit de la corrélation d'image 2D, soit 3D. Ça, on s'adapte entièrement aux équipements que peut déjà avoir le client et également ce vers quoi il veut tendre. Donc, encore une fois, on va faire de l'analyse donc des champs de déformation, on va faire l'analyse temps, force, contrainte, etc. Et on va tout mettre ça dans une base de données. Et comme je disais tout à l'heure, donc on développe nos solutions et on essaye de les ouvrir au maximum, c'est-à-dire que tout est codé en Python. Donc si on veut rajouter des accessoires après, parce qu'on n'a pas pensé à une application, mais on va rajouter un capteur, ça va être possible au sein de nos machines, sans mettre trop d'efforts pour quelqu'un qui a envie de mettre un peu le nez dedans. Donc je vous présente les premiers résultats qu'on a obtenus à l'issue de cette campagne d'essai. Donc ici, 80 essais qui ont été réalisés donc avec des découpes laser. Donc on voit la complexité ici de se dire quelle courbe on va sélectionner finalement pour pouvoir faire la loi de comportement. L'idée c'est on va essayer d'utiliser un petit peu tout. Et là on est obligé d'automatiser. Pour pouvoir obtenir ces déformations, je ne l'ai pas dit auparavant, on utilise un logiciel, nous, 2D, qui s'appelle PIDIC, qui a été développé par Damien André de l'Université de Limoges, donc qui est en accès libre, que vous pouvez télécharger, et qui est vraiment très très facile d'utilisation. Également, ce que je veux dire sur ces essais, c'est l'aspect scalabilité, dans le sens où nous, un essai automatisé, donc c'est-à-dire prendre l'éprouvette une fois qu'elle est mise dans le rack, faire les mesures, la profilométrie, faire le mouchetis et l'essai, et également l'analyse de déformation, ça nous prend actuellement 17 minutes. En étant sur une version optimisée en temps humain, si on doit faire les 9 mesures au micromètre, les 6 mesures de largeur, faire la profilométrie, le mouchetis, etc., la même procédure, on est sur 1h20 en temps humain, donc en étant optimisé. Donc l'idée, c'est qu'également un humain, il travaille 5 jours par semaine, 7 heures par jour, et nous, notre machine, elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on a un facteur qui est énorme dans le sens où ces 80 essais, nous, on les a obtenus en 23 heures, donc avec l'analyse et le dépouillement, tandis que si on avait voulu le faire de façon manuelle, on en aurait eu pour plus de 3 semaines. Également, faire des essais automatisés, ça a un certain avantage parce que quand on voit les résultats en tant qu'utilisateur, si on a envie de faire justement de l'analyse inverse, on se dit, bon, il y a ma courbe force déformation qui est là, j'ai bien envie d'enlever la courbe verte parce qu'elle se décale un peu par rapport aux autres. Attention, on n'est pas en contrainte, mais l'idée c'est de se dire, cette courbe-là, la verte, là, je la sens pas trop, par contre, les deux autres, elles se superposent bien. Alors moi, l'autre idée que j'ai derrière tout ça, c'est comme on a une machine qui va être automatisée et comme on fait des essais entièrement automatisés de mettre l'éprouvette jusqu'à obtenir le dépouillement, et ça va être de multiplier finalement ces essais pour avoir une courbe de tendance moyenne, donc force déformation, qu'on va pouvoir avoir avec une incertitude. Et donc là, tout l'intérêt des essais automatisés, c'est d'enlever cette incertitude au final sur la loi de comportement. Et également, autre aspect qu'on aimerait développer dans les années à venir, et voire même dans un temps très court, c'est tout ce qui est essai sur des micro-éprouvettes. Donc ça, c'est des choses qu'on nous a demandé, en fait, un client qui nous a posé une question pour de l'aluminium. En fait, il avait des petits défauts dans des zones particulières. Il voulait des micro-éprouvettes, et donc on a réalisé une machine de traction symétrique de 1 kN pour pouvoir répondre à son besoin. Donc dans l'idée, c'est vraiment, nous, notre philosophie, c'est pouvoir en fait avoir des machines d'essai qui vont correspondre aux besoins du client pour pouvoir alimenter sa base de données, construire la base de données avec lui, et derrière pouvoir mettre des modèles, un peu d'intelligence artificielle également, pour pouvoir finalement utiliser cette base de données numérique. À côté de ça, vraiment, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'aller plus loin dans cette utilisation de données. Comme tout est automatisé, c'est d'aller aussi vers l'analyse inverse, et c'est ce qu'on veut intégrer dans les années à venir sur nos machines en direct.
Donc c'est ce qui va suivre justement, ça va être Basile qui va prendre la suite, qui va vous présenter sa vision également et la vision de Symvia sur cette analyse inverse et comment ils s'y prennent pour pouvoir la réaliser. Merci JB pour cette première partie. Donc juste pour resituer un tout petit peu le contexte, hein, donc la notion d'analyse inverse, problème inverse, qui est à mettre en opposition ou en complémentarité du problème direct, hein. Problème direct, c'est ce que fait un simulateur slash modélisateur dans sa vie de tous les jours, c'est j'ai des entrées, géométrie, maillage, conditions, limites, paramètres matériaux. J'ai un modèle qui est élément fini, volume fini, modèle analytique, tout ce qu'on veut, et j'ai du coup à la fin une sortie qui est ma quantité d'intérêt, mes champs complets, tout ce qui va m'intéresser, moi en tant que personne qui fait du dimensionnement. L'opposé, c'est que dans le problème inverse, on a une partie des entrées, mais pas toutes les entrées. Donc on va avoir typiquement, alors classiquement, on a de la géométrie, le maillage évidemment, et puis on va avoir une méconnaissance sur du paramètre matériau, du chargement extérieur, de la condition limite. Et donc on n'a pas toutes les entrées de notre modèle. Par contre, on a en bonus une observation de ce que je qualifierais être la vraie vie. Donc on a des données expérimentales en fait, qui vont être, alors qui ne sont pas des données complètes non plus, c'est généralement soit une courbe macro, des mesures de champ, mais sur une zone localisée, une zone d'intérêt, un extenso, une mesure de déformation, ce genre de choses. Et donc là, tout l'enjeu du problème inverse, c'est de dire, à partir de ces observations, est-ce que je suis capable de définir une mesure de l'écart? Alors en fait, tout l'enjeu est dans la mesure de l'écart, hein, c'est la subtilité, entre mes observations et la sortie de mon modèle pour un jeu de paramètres donnés. Et une fois que j'ai ça, je suis capable de dire, on va passer une moulinette là-dessus pour essayer d'optimiser les paramètres pour que le modèle soit le plus représentatif possible de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc pour faire ça, on n'a pas du tout inventé de trucs révolutionnaires parce qu'il y a des trucs très bien qui existent. Donc la méthode, une des méthodes classiques, c'est la FEMU, donc la Finite Element Model Updating. Donc le principe est de dire que on fait exactement ce que je viens de dire, c'est on va essayer de faire matcher la sortie d'une simulation élément fini sur des données expérimentales. Et donc ça, on définit une mesure de l'écart, donc ce qu'on appelle une fonction coût. Donc on note généralement J de θ. Et on a un ensemble de paramètres à identifier. Alors, dans le cadre de ce qu'on présente là ici et des travaux qu'on mène avec MatenSim, c'est des paramètres qu'on identifie, ça va être uniquement des paramètres matériaux, mais la méthode va au-delà. On pourrait identifier des conditions limites mal définies, ce genre de choses. Et le principe de la FMU, de dire on va minimiser cette mesure de l'écart pour faire en sorte de trouver le jeu de paramètres qui donne l'écart le plus petit. En gros, on veut que les courbes fit, si on est un peu simpliste. Et donc ça, il y a tout un algo qui est très classique, c'est j'ai une fonction coût dans mon algo d'optime, et puis qui met à jour des paramètres matériaux, et les paramètres sont réinjectés dans un modèle élément fini. On fait tourner le modèle, on récupère la sortie, on réévalue la fonction coût, et on itère jusqu'à convergence ou pas. Donc toute la subtilité, c'est comment on définit l'écart entre nos sources de données. Et donc là, l'intérêt des travaux qu'on fait avec MatenSim, c'est qu'on bénéficie de deux sources de données qui vont être une réponse macroscopique, donc une courbe de traction, concrètement, alors qui va être soit en effort déplacement, soit en contrainte déformation. Et on a en plus des mesures de champ. Donc, comme le disait Jean-Baptiste, hein, donc il y a de la mesure de champ qui est faite sur la machine d'essai de manière automatique. Donc on a des champs définis sur une zone d'intérêt qui sont la mesure du champ de déplacement expérimental sur cette zone. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut comme ça combiner dans notre fonction coût, donc dans notre mesure de l'écart entre simulation et expérimentale, une partie qui vient d'une réponse macroscopique, donc c'est grosso modo l'écart entre les deux courbes macro, donc les deux courbes de traction, est-ce qu'elles se superposent ou pas, si on fait très simpliste, et une seconde partie qui vient, elle, de l'écart sur les champs observés. Et donc là, c'est là où il y a un petit peu plus de travail qui est, il faut être capable de comparer, alors déjà, il faut restreindre ça sur une zone d'intérêt, donc la ZOI, et ensuite, il faut comparer des choses qui sont comparables, notamment entre des mesures de champ qui, suivant la méthode, sont des mesures au niveau du pixel de l'image et des champs de déplacement éléments finis qui sont à l'échelle d'un maillage élément fini. Donc c'est là où il y a un certain parti pris à prendre en termes d'échelle et de comment on fait communiquer ces choses qui ne vivent pas forcément les mêmes échelles.
Et donc l'intérêt d'avoir les mesures de champ, c'est que on a la possibilité comme ça aussi de prendre en compte l'incertitude qu'il y a au niveau des conditions limites. Parce que, alors je ne suis pas expérimentateur, mais moi dans mon monde, les conditions limites sont toujours très bien connues, mais il paraît que dans la vraie vie, quand on fait des essais, on a toujours une petite méconnaissance sur les conditions limites, notamment quand on fait de la traction, est-ce que tout est parfaitement aligné ou pas. Et donc là, pour être capable de faire une modélisation qui soit au plus proche et donc faciliter l'identification de paramètres, ce qu'on fait, c'est que dans le calcul, donc quand on simule notre essai de traction, on ne simule pas l'intégralité de l'éprouvette, on fait un calcul uniquement sur la ZOI, et on impose au bord le déplacement extrait de la DIC. C'est-à-dire qu'il y a toute une première phase de pré-traitement. Donc là, ce que je vous montre, c'est des images, c'est vraiment des images DIC, des données issues de la DIC fournies par Matensim. Donc on a déplacement X, donc c'est le poisson, Y, c'est donc l'allongement, et puis la norme. Donc on voit qu'on a un tout petit léger, alors on verra sur le calcul, ça se voit un petit peu mieux, tout petit déséquilibre en fait, donc, qui fait que c'était pas totalement parfaitement aligné. Mais donc ça, on peut le voir uniquement quand on a les données d'IIC, parce que si on n'a pas les mesures de champ comme ça, on va, entre guillemets, naïvement appliquer une traction qui est je tire tout droit, quoi. Et donc ça, on bénéficie de ces deux mesures qu'on va venir combiner dans une seule fonction coût, et on va minimiser l'ensemble. Et après, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on peut pondérer. Alors déjà, il y a une pondération qui est, faut éviter de mélanger des choux et des carottes, entre guillemets, donc il faut que les deux fonctions coût soient à peu près, en termes d'unité, des choses qui soient comparables. Donc on va venir pondérer avec des termes qui permettent de repasser dans des unités comparables. Et aussi, suivant la confiance qu'on a, soit dans notre courbe de traction, soit dans nos mesures de champ, on va venir pondérer plus ou moins une partie de la fonction coût. En disant, par exemple, ma courbe de traction, c'est uniquement le déplacement traverse, donc j'ai peut-être la rigidité de la machine qui intervient, ce genre de choses, donc j'ai moyennement confiance, alors que mes mesures de champ, a priori, j'ai très confiance, donc je vais dire, je mets beaucoup sur les mesures de champ et un peu moins sur la courbe. Donc dans le principe, pour faire ça, c'est presque tout simple. Ce qu'il faut, c'est que dans la brique calcul élément fini, on vient juste, à partir de nos données expérimentales, alors extraire la ZOI dans la géométrie de l'éprouvette initiale. Ça, je vous en parlerai après, ça se fait relativement simplement. Et ensuite, il y a toute une phase de pré-traitement des données d'IIC où on vient déjà réextraire les données de bord pour pouvoir réimposer ensuite en termes de conditions limites dans le code de calcul élément fini le vrai déplacement. Et aussi, on peut avoir des étapes de lissage, parce que des champs d'IIC à l'échelle du pixel, je vous l'ai dit, c'est une échelle un peu fine. Et puis, ça peut être des choses un peu bruitées, donc on va avoir des étapes de lissage et de moyennation qui vont apparaître. Et après, une fois qu'on a ça, ça reste du calcul élément fini, entre guillemets, bête et méchant. Et alors, avec des lois de comportement plus ou moins compliquées. Et après, on a un post-traitement qui est juste sur mon calcul élément fini de ma ZOI. Je veux récupérer une courbe macro, parce qu'il faut que je la compare à la courbe macro élément fini, enfin expérimentale, pardon. Et je veux récupérer aussi un champ de déplacement que je peux venir comparer à ma donnée d'IIC pré-traitée. Donc là, c'est pareil, il y a des étapes de réinterpolation, d'extraction de champ pour être capable de comparer des choses qui sont comparables en termes de déplacement. Alors là où ça coûte cher, c'est que pour faire ça, l'optimisation, c'est un process itératif. Donc le temps de calcul total, ça va être le nombre d'évaluations, ou le nombre alors, c'est plutôt le nombre d'évaluations de la fonction coût fois le temps d'évaluation d'une fonction coût. Et dans la fonction coût, à chaque fois, il y a la préparation, un calcul cadaster, de l'extraction, du post-traitement, de la comparaison. Donc ça peut vite devenir cher, surtout sur des lois très non linéaires où ça itère en interne beaucoup et tout ça. Donc ce qui coûte cher, c'est vraiment le calcul élément fini par lui-même. Pour toutes les méthodes d'optimisation qui sont basées sur des notions de gradient, il y a l'aspect calcul de gradient. Donc le calcul de gradient, généralement, alors, sauf si on fait des trucs très très avancés, on n'arrive pas à calculer le gradient d'un calcul élément fini. C'est pas si simple que ça. Mais on peut faire des approximations. Donc l'approximation classique, c'est de la différence finie. Mais donc qui dit différence finie dit qu'il faut évaluer plusieurs fois la fonction coût. En fait, il faut l'évaluer autant de fois qu'on a de paramètres, enfin n plus une fois. Donc plus on va avoir de paramètres, plus on a d'évaluation de fonction coût à faire pour être capable de calculer un gradient. Et ensuite, il y a des étapes de post-processing qui peuvent être un petit peu longues des fois, c'est-à-dire réextraire des champs pour pouvoir les comparer aux champs d'IIC, tout ça, parce qu'il faut le faire à tous les pas de temps, et ce genre de choses. Ça peut être un tout petit peu long, mais on a réussi à ruser un peu. Et donc là, ce qu'on a dans le POC qu'on a mis en place, ce qu'on a fait pour essayer d'optimiser tout ça, donc il y a le fait déjà, alors ça c'est plus intrinsèque à la méthode, mais vu qu'on ne simule que la ZOI, déjà on a un maillage qui est plus petit, donc mine de rien, ça permet de gagner un peu de temps. Sur la partie différence finie,
on fait de la différence finie pour faire du gradient, ça coûte cher, mais le truc bien quand même, c'est que toutes les évaluations de la fonction coût pour calculer un gradient sont indépendantes. Donc si on a des ressources adéquates en termes de ressources de calcul, on peut se permettre de dire l'évaluation de toutes mes fonctions coût pour un gradient, c'est en fait le temps d'une évaluation, parce que je les fais tout en parallèle. On a accéléré les étapes de post-traitement, c'est-à-dire que naïvement dans Codaster, ça pouvait être un peu long. On a réussi, en rusant un peu avec des méthodes de projection de champ, ce genre de choses, à faire des choses qui sont maintenant quasi instantanées sur la projection, sur le post-traitement. Il y a un aspect robustification aussi où il faut être capable de prendre compte, oui, qui dit paramètres de loi de comportement non linéaire dit que potentiellement pour un jeu de paramètres, ça peut ne pas converger. Et donc dans ce cas-là, dans l'algo d'Optim, si on fait rien, tout s'effondre et puis il n'y a plus rien qui marche. Donc là, il faut ruser un peu, être capable de gérer les cas où pas de bol, on est tombé sur un jeu de paramètres où c'est trop non linéaire, ça passe pas, et c'était un mauvais choix, entre guillemets. Et après aussi, quand on va vouloir identifier plusieurs lois de comportement, on pourra faire des approches dites asynchrones, on va pouvoir dispatcher les calculs, faire des restarts, ce genre de choses. Donc concrètement, si on part d'une feuille blanche, faire de l'identification de lois de comportement dans un contexte élément fini, c'est en fait énormément ce que moi j'appelle de plomberie logicielle, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mélanger des briques de traitement de données expérimentales, de calcul élément fini, de lois de comportement, de post-traitement, de l'optimisation, ce genre de choses, du calcul parallèle. Donc c'est relativement compliqué, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc le parti pris qu'on a pris, c'est bizarre de dire ça, c'est dire qu'on va faciliter l'usage. Donc c'est ce que j'ai nommé un peu pour faire à la mode Identification as a Service. Donc l'idée c'est qu'on a mis en place une plateforme web, je vais vous faire la démo dans 30 secondes, où l'utilisateur arrive, il upload la géométrie de son éprouvette, ses données d'IIC, sa courbe macro, il choisit sa loi de comportement et il appuie sur Run et à la fin il a des paramètres matériaux. Je caricature un peu mais on n'en est pas loin. Donc le principe, c'est de vraiment, parce que toute la partie plomberie logicielle peut s'automatiser quand même assez bien. Et donc là, l'objectif a été de dire que ça, c'est caché. L'utilisateur ne le voit pas. L'utilisateur, il voit un service dans lequel il dit j'ai de la donnée, je veux identifier ça, et on identifie. Donc en termes de technologie, très rapidement, donc il y a deux gros morceaux. Il y a la partie identification et la partie service web, enfin service en ligne. Sur la partie identification, donc les outils qu'on utilise, donc c'est Salomé pour tout ce qui va être préparation de la géométrie et génération de maillage. Donc ça, c'est ce qui nous permet de redécouper les géométries fournies pour définir une ZOI, faire le maillage de la ZOI, tout genre de choses. Il y a la partie Codaster pour les calculs éléments finis, couplé avec Mfront. Donc là, ça a été c'est un choix qu'on a fait, de dire que les lois de comportement, on aurait pu en faire un certain nombre nativement dans Codaster, parce que Codaster a quand même un certain nombre de lois de comportement en interne, pour ne pas dire un grand nombre. Mais on a fait le choix de dire on fait ça avec Mfront parce que l'objectif, c'est de dire qu'à la fin, la personne, elle veut des paramètres matériaux dans un contexte qu'elle veut peut-être réutiliser en dehors de Codaster. Alors, nous, on préfère si c'est dans Codaster, mais alors que l'intérêt d'Mfront, c'est potentiellement d'être utilisé dans d'autres logiciels. Donc, on identifie une loi au formalisme Mfront via Codaster, et après, la personne, elle a sa loi de comportement avec ses paramètres, et personne en fait ce qu'elle veut. Et pour tout ce qui est optimisation, là, c'est du Python avec du SciPy et aussi pour les gros problèmes du PETSI, l'optimisation via PETSI. Et donc sur des techno-web, donc c'est des techno-web standards modernes, quoi. Donc c'est du React pour tout ce qui va être front-end, donc la partie visualisation. Et en termes de back-end, donc il y a eu en développement interne de Symvia tout un système de distribution de jobs et de plateforme de calcul en interne pour être capable de distribuer tous les jobs qui peuvent être lancés par le front-end. Donc ça, c'est un serveur réécrit en Go, des technologies Docker, et puis avec de la technologie Postgre pour de la base de données. Alors, si je passe juste à la démo, alors oui, parce que vu que les démos, ça ne marche jamais, et que via là, je commence à être habitué, j'ai fait une vidéo. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on a une plateforme web où les gens se connectent, et donc l'utilisateur se connecte, et puis donc il arrive sur une belle jolie page pour que ça donne envie. Et puis là, il va dire, je vais commencer ma nouvelle analyse. Donc une nouvelle analyse, c'est quoi? C'est tout d'abord une géométrie d'éprouvette. Donc on va uploader directement sur le site une géométrie d'éprouvette. Pour le moment, c'est du STL. À voir si on peut gérer d'autres formats si besoin, ça, il n'y a pas de souci. Vu que c'est Salomé qui travaille en dessous, on peut gérer autant de formats qu'on en a envie, mais on n'a fait que du STL pour le moment. Donc une fois qu'on a chargé notre éprouvette, on va venir définir la zone d'intérêt. Donc là, qui est vraiment la zone d'intérêt en termes mes données d'IIC, elles sont extraites où sur mon essai. Donc là, on a un utilitaire
qui permet déjà de faire une prédéfinition en mode drag and drop dans l'interface. Et après, on peut affiner vraiment les valeurs. Donc, dans le système de repère de l'éprouvette et dans les unités de l'éprouvette. Donc, si vous donnez, alors, sachant que pour le moment, on part du principe que vous donnez des éprouvettes en millimètres. Et donc là, on affine et on définit comme ça notre zone d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment le setup expérimental. Et ensuite, on va juste spécifier quelle est la loi de comportement qu'on veut identifier. Donc là, la démo, c'est vraiment sur une loi toute bête. C'est juste pour brouiller le message. Hein. C'est une loi, donc c'est un plasticité Mises avec écrouissage isotrope. Pardon. Et on a un petit flag aussi pour spécifier. Donc ça, c'était par rapport à ce que disait Jean-Baptiste au début. Hein, c'est est-ce que le chargement, ça va être sur une machine symétrique ou non symétrique? Sachant qu'en interne, ça changera 2-3 petites choses. Et enfin, on charge nos données expérimentales. Donc, on va charger tous nos fichiers DIC. Donc, c'est des fichiers, alors, ce n'est pas des images, hein, clairement, c'est des fichiers qui ont été post-traités par un logiciel de DIC. Donc, c'est des fichiers de déplacement. Donc, c'est des déplacements XY. Et à chaque pas de temps, on a un fichier. Et on a la courbe macro. Donc, la courbe macro, on l'a fournie. Donc, on permet comme ça de visualiser directement la courbe macro. Pour l'intérêt étant de voir tout de suite est-ce que j'ai inversé les axes XY. Et on spécifie est-ce que ma courbe macro, c'est une courbe contrainte déformation ou une courbe et fort déplacement. Et à la fin, ça termine par je spécifie juste le coefficient de pondération dans est-ce que je veux donner plus d'importance à mes données d'IC ou à ma courbe. Donc quand on met 0,5, c'est moite-moite, du 50-50. Et enfin, alors il y a des paramètres de lancement, donc avec un mode normal ou un mode turbo, ça dépend de est-ce qu'on met beaucoup de ressources de calcul derrière ou pas. Et en fait, c'est tout ce qu'on a à faire quand on veut identifier un essai. Et après, on a juste à faire notre launch, et tout le reste, c'est caché, c'est automatisé, et c'est déporté sur une ressource de calcul qui est ailleurs. Donc l'intérêt, c'est aussi que l'utilisateur n'a même pas besoin de se préoccuper de comment je fais pour installer Codaster, même si c'est super simple d'installer Codaster maintenant. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. On se dit, moi, je suis mécanicien, je veux identifier des paramètres matériaux, j'ai pas envie de faire de la plomberie logicielle. Et ben voilà ce que je peux faire. Donc après, on arrive sur une page, donc bon, ça peut être potentiellement un tout petit peu long. Donc c'est une page où on a un suivi en temps réel de ce qui se passe. Alors évidemment, si on part, on ferme l'ordinateur, ça n'arrête pas le calcul, hein, ça continue à tourner sur les serveurs. Donc on a le suivi temps réel, donc il y a 2 étapes. La première étape qui est toute la partie pré-traitement, donc découpage de la CAO, génération d'un maillage, pré-traitement des données d'IC pour réextraire les conditions limites pour Codaster et tout ça. Et ensuite on a la partie calcul, où là, après c'est du Codaster qui est imbriqué dans, enfin Codaster Mfront et qui va être imbriqué dans un optimiseur Python. Et quand le calcul est fini, on a alors un panel avec nos paramètres matériaux, une partie où on a la comparaison expérimentale simulée, enfin, entre la courbe expérimentale et la courbe obtenue avec le jeu de paramètres identifiés côté simulation, une estimation d'erreur finale RMS, et puis on peut récupérer les infos. Donc on peut récupérer le maillage de la zone utile si on a envie. On peut récupérer vraiment, enfin on peut se retélécharger une archive qui comprend tout ce qui a été généré comme données pour faire l'identification. Et après, dans toute notre plateforme, on a tout un système d'historique. Donc, si on veut, un utilisateur peut aussi relancer. Un utilisateur peut relancer une identification qui a déjà été faite, telle qu'elle, ça a peu d'intérêt, peut la relancer en changeant les paramètres. C'est-à-dire si le coefficient de pondération, finalement, 0,5, ça me paraît bizarre, je veux changer un peu, je peux relancer tout de suite sans avoir besoin de refaire mon setup. Et après, j'ai tout mon historique de l'intégralité des identifications qui ont été faites. Donc voici pour la démo. Et quand même, parce que je pense qu'autour de ce webinaire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de voir plus qu'un courbe élastoplastique de base. Donc sur les vraies données MatenSim, on a fait l'exercice aussi. Donc là, c'est les données, donc c'est celle où je vous ai montré les mesures de champ, il y a 3 slides. Et donc là, il en identifie, alors pour commencer, une loi toute bête, une loi type Holomon. Alors c'est un Holomon régularisé pour essayer juste pour passer à peu près facilement le problème de la dérivée au premier pas de temps. Donc il a fait du Swift à peu près. Et donc on a fait une identification, alors un peu naïve, où on identifie de mémoire, alors voilà, module Young, le R0 et l'exposant N. Et donc ça, on obtient ce type d'identification, alors qui n'est pas le truc le plus parfait, parce que de toute façon, Holomon, c'est pas assez riche pour représenter tout ce qu'il y a dans le modèle. Donc c'est un modèle un peu bête, mais ça fait le travail. Et l'intérêt, c'est que voilà, c'est vraiment automatique. Donc là,
dire que sur les mêmes données, je veux identifier 3-4 lois différentes, en fait, ça me change quasiment rien, si ce n'est que je check une box différente dans l'interface. Et le truc sympa, juste pour illustrer, hein, c'est que vu qu'on a des mesures de champ, bah, les conditions limites, donc ça c'est la zone d'intérêt mais simulée. Donc c'est vraiment le calcul élément fini. Et ben on voit que vu qu'on a imposé les vrais déplacements de bord, bah, le déplacement on retrouve ce côté un petit peu dissymétrique, notamment sur le côté poisson, là on le voit bien. On voit bien qu'on n'a pas un truc qui est totalement symétrique autour de l'axe Y. Donc ça, et notamment sur la magnitude aussi, on voit que ça se décentre légèrement. Donc ça, on retrouve dans le calcul le côté un petit peu dissymétrique qui est certainement lié à un tout petit désalignement des morts à un moment ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est quand même, ça permet de faire des identifications beaucoup plus riches et avoir quand même une info qui est quand même beaucoup plus pertinente. Et donc, en termes de roadmap sur la partie vraiment plateforme d'identification, ce vers quoi on veut aller, c'est faire en sorte que l'identification de paramètres matériaux, ça devienne quelque chose qui soit robuste, qui soit traçable et qu'on puisse étendre à façon. Donc, sur la partie robustesse, on veut déjà travailler nous, sur la partie hiérarchie de lois de comportement, parce que sur un même essai, on peut très généralement vouloir identifier plusieurs lois de comportement. Donc la question, c'est comment on fait pour faire ça de manière intelligente. On peut jouer sur comment on initialise les paramètres matériaux au début des algos d'optimisation pour réduire le nombre d'itérations, parce que moins il y a d'itérations, plus ça ira vite. Donc concrètement, ce qu'on veut toujours, c'est que ça aille de plus en plus vite. Sur l'aspect accélération, s'il y a, c'est capable de faire des initialisations des algos d'optim avec des métamodèles. C'est-à-dire que vu qu'on a un catalogue qui est grand mais fini de lois de comportement, on est capable quand même de faire de construire tout un tas de métamodèles qui permettent ensuite d'estimer instantanément des points de départ. Donc ça, l'intérêt, c'est d'essayer de capter grosso modo où est le minima sur la fonction coût, et après, on affine avec vraiment une vraie optimisation. Ensuite, le gros travail qu'on va faire, c'est sûr, là, on a un truc qui permet de faire un essai. Sauf que, comme ça a été montré avant, on ne fait pas un essai, on en fait plein. Et donc l'intérêt, c'est être capable de dire dans une même optime, je veux introduire plusieurs essais. Alors le cas ultra classique, c'est quand j'ai de l'anisotropie. Typiquement, je découpe des éprouvettes dans une tôle laminée, suivant le sens dans lequel je les découpe, peut-être que ça ne fait pas la même chose. Donc je veux prendre en compte de l'anisotropie dans mon comportement. Et bien là, il faut que je sois capable, dans ma fonction coût, donc dans mon process d'optimisation, de définir plusieurs essais et d'optimiser tout d'un coup. Et il y a aussi après la partie trajet de chargement. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est du traction monotone, facile, on aime bien. Et ben, il faudra peut-être à terme aller vers des chargements plus complexes et pourquoi pas du cyclique. Et enfin, sur l'extensibilité, là, on a un premier catalogue de lois de comportement. On utilise mFront pour toutes nos lois et ce qu'on veut, c'est faire grossir le catalogue et aller jusqu'à un modèle où l'utilisateur peut lui-même assembler sa loi, donc en utilisant un mécanisme de briques de mFront via l'interface, en disant en fait j'ai une loi élastoviscoplastique, c'est du Mises, j'ai envie d'empiler des écrouissages cinématiques à la queue leu parce que je sais qu'il m'en faut 5, 6, 7 derrière, et plutôt que si j'ai pas la loi dans le catalogue, là c'est vraiment je clique sur une interface qui dit je rajoute un écrouissage et puis les paramètres et je donne des jeux de paramètres initiaux. Et donc voilà ce vers quoi on veut aller en termes d'identification et je laisse Jean-Baptiste rajouter un petit mot final. La vision qu'on a finalement sur cet ensemble avec Symvia, derrière, c'est générer la base de données. Et pourquoi on a envie finalement de construire cette base de données matériaux? Ça va être premièrement pour établir un formalisme unique. Parce que actuellement, si on va dans des laboratoires, je veux dire, chacun fait ses essais dans son coin et puis finalement on a du mal à capitaliser. Quand un doctorant part, ça reste sur un disque dur et puis après on reprend les données, mais on comprend pas tout ce qui a été fait forcément. Donc on veut harmoniser les formats de stockage, standardiser évidemment les données et puis dans le temps assurer la traçabilité. Donc ça peut être intéressant également pour les industriels qui veulent savoir ce qui a été fait il y a 10 ans. Finalement, on peut assurer une traçabilité via les essais automatisés et la boucle d'optimisation qui a été mise derrière. Également, un gros intérêt de ces bases de données, c'est de faciliter l'exploitation interne, dans le sens où justement on veut avoir une recherche rapide de l'historique de ce qui a été fait, on peut y arriver avec la base de données. On peut faire une réduction aussi et de la redondance expérimentale,
parce que en fait, on remarque qu'il y a des expériences qui sont refaites, alors que les essais sont déjà là, quelque part sur un disque dur. Donc ça permet également de faciliter et de gérer cette donnée interne. Et puis c'est surtout, quand on pose la question finalement du stockage et la pérennité, la souveraineté des données, c'est que ça ne se limite pas à l'archivage de données, c'est de la conservation qui va être pérenne. Donc on va avoir la traçabilité, la reproductibilité également des résultats. On va avoir une souveraineté des données où l'idée c'est vraiment que la base de données qui est construite, elle est finalement propriétaire pour quelqu'un. Mais ce qui est bien aussi, c'est que on peut sortir un format qui est diffusable. C'est-à-dire que si on a besoin de partager de la donnée avec quelqu'un d'autre, derrière, on va pouvoir le faire. Et cette démarche-là, en fait, elle est entreprise notamment aussi par un groupe de travail au niveau de Mecamad qui essaye justement de standardiser pour la diffusion finalement des données matériaux et des connaissances sur les matériaux. Et je trouve que c'est assez intéressant, justement, on se pose actuellement les mêmes questions qu'eux. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux exigences de croissance et de souveraineté numérique actuelle qu'ont besoin les entreprises pour se détacher finalement de l'extérieur. Des petits cas d'application auxquels on a pensé, c'est bien évidemment quand vous avez une base de données qui est bien fournie, donc par exemple là on a vu il y avait 80 essais, mais quand vous avez une base de données qui a 2000, 3000, 5000 essais dedans, l'idée c'est de pouvoir se dire est-ce qu'on ne peut pas également à partir de cette base de données réduire le nombre d'essais expérimentaux. C'est-à-dire que pour une loi de comportement, pour une analyse inverse, actuellement, ce que fait par exemple l'équipe de Dirk-Moore, ça va être 90 essais. Voilà. Pour pouvoir avoir une loi de rupture ductile. Est-ce qu'on ne peut pas se limiter à quelques essais bien pensés, donc limiter le nombre d'éprouvettes de par ces essais automatisés et de par la base de données qu'on a, avec des modèles qui peuvent être assez classiques, type clustering notamment. Et également, une vision un peu utopique, hein, mais pour le moment, parce que moi, j'ai pas les modèles en tête, mais ça s'est déjà fait sur des modèles d'intelligence artificielle où finalement, on va prendre énormément de données de la littérature et puis on va trouver une nouvelle protéine dans la médecine, ça s'est déjà fait. L'idée, c'est on a une grosse base de données également, et puis moi, j'ai envie d'avoir un matériau avec un RM plus important, et puis un allongement en rupture qui est de tant de pourcents, et puis un module d'élasticité de quel temps. Donc faire tourner le modèle avec toute la base de données pour essayer de finalement retrouver peut-être l'alliage qui manque ou bien le traitement thermique qui va bien. Donc parce qu'on peut, actuellement on parle finalement de données issues des essais, donc c'est-à-dire temps, effort, déplacement classique, donc des données macroscopiques, les champs de déformation également qu'on peut capter, l'analyse inverse, donc les paramètres de loi de matériaux qu'on aura analysés, mais on peut aussi rentrer les éléments d'alliage, on peut rentrer les traitements thermiques, on peut rentrer les procédés de fabrication. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir une traçabilité et de pouvoir exploiter au maximum toutes les données pour pouvoir justement identifier et accélérer cette identification de matériaux. Et puis on peut aller à une échelle un peu plus, je dirais, un peu plus pérenne dans le temps. Si on veut faire l'étude de formabilité des tôles, on va prendre par exemple plein de nuances de DP, de dual phase, et à partir on a une grosse base de données et on a un nouveau besoin qui se crée, c'est que on a besoin d'une tôle qui est très peu anisotrope, mais par contre qui a un super module d'élasticité et une limite, un allongement à rupture qui est super important en traction. Et peut-être que justement, en se concentrant sur une certaine nuance, on va pouvoir justement accéder à des nouveaux matériaux. Parce que le risque aussi, c'est quand on a une grosse base de données, c'est d'avoir du data drifting dans le temps. C'est-à-dire que on va enrichir la base de données d'un certain point et dans le temps, on va changer les éléments d'alliage. Et donc, ça va potentiellement nous mener vers des solutions auxquelles on n'aurait pas imaginé initialement. Donc voilà, 3 petites applications également sur la gestion de cette base de données. Merci beaucoup, messieurs. Effectivement, on a un petit peu de temps pour des questions là, qui sont arrivées au fur et à mesure. Je vais en rassembler une première pour toi, Basile, sur la pondération et le choix en fait, de la pondération des composantes vis-à-vis de la fonction de coût entre champ d'IIC et courbe macro. Est-ce qu'il y a des préconisations comment toi, tu t'y prends pour faire ce choix?
Alors, comment on s'y prend? Alors, surtout, on va regarder. Alors, ça, en fait, on va se resservir des paramètres matériaux pour essayer de repondérer les choses. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir force déplacement ou contrainte déformation, de l'autre, un déplacement. Donc, d'un côté, on a une différence de déplacement qui apparaît, de l'autre, on va être sur une différence d'effort principalement. Donc, ou de contraintes. Il y a un module Joom qui apparaît un peu entre les deux pour essayer de repondérer sur des choses qui sont du même ordre de grandeur. C'est surtout là-dessus. Et après, si vraiment on veut pousser le truc très très loin, bah, en fait, alors, sur l'aspect vraiment purement théorique de la chose, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle des L-curves. Parce qu'en gros, le fait d'avoir deux bouts de fonction comme ça, c'est ce qu'on appelle une régularisation de Tikhonov sur l'aspect vraiment purement matappli. Et du coup, il y a des méthodes dites de L-curve qui permettent de trouver un optimal. Alors après, ça coûte très cher de faire une L-curve, donc on le fait pas dans la vraie vie, quoi. On peut le faire sur quelques cas pour se faire la main, mais on le fait pas généralement. Ok, très bien, merci. Une question qui s'adresse peut-être à vous deux, l'une des dernières qui est montée. Est-ce que dans les applications qui sont prévues pour l'identification, il y a d'autres matériaux que les métaux qui sont envisagés, à la fois d'un point de vue expérimental, peut-être pour toi Jean-Baptiste, et puis d'un point de vue, on va dire, simulation et loi de comportement, vas-y. Alors, pour côté Matensim, on est en discussion pour la partie composite également. Voilà. Donc, matériaux composites. Polymère, on n'a pas encore eu de demande particulière là-dessus. Mais oui, composite et pour le moment, on se concentre sur les métaux, mais on est en discussion pour le composite. Et oui, sur la partie loi de comportement, alors d'autres matériaux, c'est peut-être pas la première, c'est faisable. Alors, sachant qu'après, voilà, si ça part sur du polymère, c'est tout de suite de la très grande déformation potentiellement, donc c'est peut-être un tout petit peu plus subtil. Après, sur les aspects plus fatigue et compagnie, là, oui, c'est quelque chose qui est pas en haut de la liste des priorités, mais pas loin non plus, quoi. Ok. Une autre question qui est plutôt d'un point de vue informatique, Basile, dans les sorties de la plateforme, est-ce qu'il est possible de récupérer le modèle élément fini qui a été utilisé dans Codaster, du coup, pour faire tourner Codaster? Alors, à date, non, mais c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que ce serait pas pertinent de le rajouter, de pouvoir télécharger le point .com Alors, sachant qu'il y aurait un peu de travail parce que faut télécharger que le point .com du calcul, pas celui de toute la moulinette d'Optim, parce que ça intéresse plus personne après. Mais oui, c'est un truc que ça me travaille, on va dire, donc j'y ai pensé. Et je pense que oui, ça pourrait être une bonne chose, ne serait-ce que pour que comme ça, les gens n'aillent pas dans d'autres méchants logiciels commerciaux et se disent, mais j'ai la mise en données Codaster, donc je fais du Codaster. Alors, je ne vais pas faire la transition. La transition est un peu facile, mais il y a une question sur l'identification des lois de comportement, cette fois avec des vitesses de déformation élevées, où justement, il y a la question de est-ce que Codaster a un solver explicite robuste qui pourrait se comparer notamment à un LSDyna. La question est plutôt pour toi, je pense, vas-y. Oui, alors très simplement, non. Enfin, Codaster n'est pas un code explicite, donc là, ça sort du scope d'application, quoi. D'accord. Une autre question intéressante sur ce qui va être pour toi, Jean-Baptiste, notamment, comment est-ce que sont gérés les aléas expérimentaux, les défauts de l'éprouvette, la perte de mouchetis, la zone de rupture variable, quand on automatise le traitement des courbes? Alors, c'est une jonction entre vous deux, mais peut-être que Jean-Baptiste, tu peux parler de comment tu minimises déjà les aléas, et puis Basile, de comment toi tu les gères derrière. Alors souvent, ce qu'on préconise quand on fait des essais automatisés, bah, justement, l'idée, c'est qu'on peut multiplier les éprouvettes. Donc on va savoir déjà si c'est les mêmes orientations et le même matériau, s'il y a une éprouvette qui est vraiment différente d'une autre. Donc déjà, on peut avoir des informations là-dessus. On fait un moucheti qui est également automatisé et on a une procédure initiale. Si on voit pas le moucheti, bah, du coup, il n'y a pas d'essai. Voilà, tout simplement. Et en principe, ça se passe plutôt bien. On a des détections automatiques de bord, de contours, qui nous permettent de recaler la grille parfaitement également sur nos éprouvettes. Donc, d'un point de vue aléa sur les essais, il n'y a pas trop de problème. Sur la partie savoir s'il y a une éprouvette dans les morts, etc., également, parce qu'on pourrait se dire bah, l'éprouvette n'a pas été prise par le robot.
s'il commence à tirer mais qu'il ne voit pas d'effort, du coup, il sait qu'il n'y a pas d'éprouvettes, donc il s'arrête. Donc, il y a des aléas qui arrivent pendant les essais, les clients nous font remonter l'information et on corrige les bugs directement. Notamment sur la TS100 Auto, il y a eu des choses qu'on n'avait pas forcément prévues initialement et du fait de la relation avec le C-Team, ça permet de vraiment fiabiliser nos machines. Du coup, Basile, je ne sais pas si tu veux compléter, toi, sur comment tu le traites derrière. Si, alors ça rejoint en plus une autre question qui est un peu plus haut, je pense, dans la liste, ou plus bas, je ne sais pas dans quel sens tu l'as dit. Mais donc, ouais, sur la partie aléa, vraiment, ce qui va vraiment jouer, ça va être la reproductibilité, enfin, le nombre d'essais, quoi, je pense. C'est-à-dire que nous, sur la partie mesure de champ, alors je profite, je reprends aussi une autre question au passage, je te vole ton travail. Qui est sur le fait qu'il y a des des choix qui sont faits par l'utilisateur. Il y a toujours des choix utilisateurs à un moment sur les paramètres de la DIC, taille de grille, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on fait, de toute façon, c'est qu'on reprend des données de DIC post-traitées. Donc on a un champ expérimental qui est ce qu'il est. Je n'ai pas d'informations sur comment il a été calculé a priori. Nous, après, de toute façon, on refait quand même un lissage dessus parce que même comme ça, des fois, il y a des points singuliers, ce genre de choses. Et après, pour moi, ce qui va vraiment permettre de gérer l'aléa, c'est de se dire que là, on a la possibilité maintenant d'avoir un grand nombre d'essais sur une même géométrie, même matériau. Et c'est-à-dire que à l'aléa des trucs numériques près, on a quand même un truc ou un moment, ça va converger vers quelque chose qui est représentatif. Mais oui, je suis d'accord que sur un essai, de toute façon, il y a toujours la patte du modélisateur, de l'utilisateur, l'expérimentateur. C'est pareil, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un aléa sur le fait que le maillage, peut-être que pour faire un truc super rapide, j'ai mis 3 éléments en fait dans la largeur de l'éprouvette et du coup c'est tout faux, mais je vous rassure, j'ai pas fait ça. Mais, mais voilà, donc il y a quand même des choix qui ont été faits qui impactent l'identification. Et ce qui peut nous sauver, c'est le fait qu'on va avoir énormément de données. Et qui dit beaucoup de données dit qu'au bout d'un moment, ça devrait être bien. Très bien. Dernière toute petite question, est-ce qu'il y a un rôle qui est joué par Medcoupling dans la boucle d'optimisation? Alors par Medcoupling, oui, il y a eu 2-3 petites choses qui ont été faites avec Medcoupling, notamment. Donc oui, je l'ai vu passer celle-là tout à l'heure. Oui, il y a des histoires de projection de champ, en effet, pour être capable de repasser d'un maillage élément fini, enfin de faire communiquer le champ élément fini qui est sur son maillage élément fini et le champ DIC qui est dans son espace à lui également. Donc là, on fait des projections de champ, on refait des moyennations et tout ça. Et donc oui, on a fait un peu de Medcoupling à un moment. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de la session. Il y a encore des questions. On fera en sorte d'essayer d'y répondre par des mails. L'une d'entre elles est comment est-ce qu'on peut utiliser la plateforme qui a été mise en place. Nous, aujourd'hui, on l'a dit, le but, c'était de faire une démonstration des capacités conjointes de MatNSim et de Symvia. Donc, il ne faut pas hésiter à nous recontacter pour pouvoir essayer la plateforme, voir si c'est effectivement faisable de déployer de façon locale, sachant que la plupart des briques qu'on utilise sont de toute façon celles que vous pouvez télécharger sur le site Open Simulation Center pour la partie simulation. Donc, je vais encore vous remercier tous, remercier beaucoup Jean-Baptiste et Basile pour l'intervention. Puis, je vous souhaite une bonne suite d'après-midi et à très bientôt.